Bonjour, chères spectatrices et spectateurs. Je dois vous présenter quelques explications au début de ce film. De nombreuses personnes n'ont pas voulu s'exprimer, soit par peur du ridicule, soit par peur de la répression, ou alors parce qu'ils étaient trop pressés. Enfin, le film est ce qu'il est, je vous souhaite un bon spectacle. Selina, tu sais comment c'est moche ce que tu fais là? Selina, ramasse ça. Et tu concentres. Non! Non! Mais t'es folle? Ça va, mais ça va pas. Dans la crise du coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé, qui avait appelé le monde entier à agir, se réunit actuellement pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Rappelons que jusqu'ici, aucun cas positif au coronavirus n'a été décelé en Suisse. Il y a 100 ans, dans un village assez pauvre, quand les habitants étaient malades, ils se soignaient eux-mêmes. Donc, Dr Knock ne gagnait pas très bien sa vie. Mais un jour, il eut une idée. Qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas, ça me picote depuis quelques jours. Ça vous gratouille ou ça vous chatouille? C'est une différence. Je ne sais pas. Oh là là! Alors vous devez aller à la pharmacie pour acheter des médicaments ou faire un vaccin. Oh, vraiment? Ok, merci. Le niveau d'alerte monte d'un cran. La Suisse passe d'une situation normale à une situation particulière. C'est le deuxième palier de l'échelle de la loi sur les épidémies. En cas d'aggravation, le Conseil fédéral pourrait décréter l'état de situation exceptionnelle. Un mardi midi, je fais une course en voiture avec mon fils. Le vendredi, donc 3 jours après, mon fils m'appelle, il me dit « Ouais, je suis pas bien, papa, Covid, machin. » J'ai dit « Va te faire tester. » Il va se faire tester, il est positif. Samedi, vers 14h, je reçois un appel. « Hey, bonjour, service du médecin cantonal. Est-ce que vous avez vu votre fils cette semaine ?» J'ai dit « Écoutez, je pense que ce téléphone, il démarre très très mal, parce que si vous m'appelez, c'est que vous avez des infos. » Il me dit « Bon, alors je dois vous mettre en quarantaine, parce que plus que 15 minutes dans la voiture, on doit vous mettre en quarantaine. » Je lui ai dit « Écoutez, vous faites comme vous voulez, vous faites votre travail, quoi. » Et puis sur ça, il me demande mon mail, il me demande mon adresse email. Et puis je lui dis « Mais je vous donne pas mon mail. » Puis il me dit « Ah, c'est pour vous envoyer un certificat de quarantaine. C'est pour votre employeur et tout. » Je lui réponds « Bah, j'en ai pas, ça tombe bien. » Donc voilà, écoutez, merci de votre appel, au revoir monsieur, etc. Il dit, bon, je dois voir avec ma hiérarchie. La même journée, le samedi, 20h, je reçois un second téléphone du service cantonal. Il me dit, oui, alors voilà, vous avez un téléphone de notre collaborateur, vous avez refusé la quarantaine. J'ai dit, je n'ai pas refusé la quarantaine, madame, j'ai refusé de donner mon mail. Je ne crois pas que ça constitue un délit. Et puis en plus, je suis quelqu'un de responsable, j'ai 2 enfants, je sais comment me comporter quand il y a des maladies ou des virus comme ça. J'ai pas besoin d'un papa ou d'une maman qui viennent me dire ce que je dois faire. Merci beaucoup, au revoir madame. À la fin de cette semaine, quelques 2000 personnes étaient confinées à domicile. Mais comment être sûr qu'elles appliquent bien la mesure? En cas de doute, les autorités sanitaires n'hésitent pas à faire appel à la police. Ce matin, nous allons faire un petit contrôle pour une personne qui est à l'isolement. Donc ils ont des suspicions quant à l'adhésion de son isolement. C'est une personne potentiellement contagieuse. Donc masque, gants, ça joue pour vous? Ça joue. Dimanche matin, j'étais au lit là, en train de dormir. Ça sonne à la porte. Je crie, oui, qui c'est? Et puis ils me disent, police! Je dis, oui, un instant, je m'habille, je viens vous ouvrir. 20 secondes après, ils ressonnent à la porte, mais comme des malades. Et puis, ils me demandent, vous êtes bien Pascal? Et puis, je leur dis, il y a mon nom sur la porte, il y a mon nom sur la boîte aux lettres. Je vous ouvre. Je vous dis qui je suis. Vous voulez que je sois qui? Je leur dis, maintenant,
C'est bon, merci, vous avez vu que je suis à la maison. Et puis, je vais pour refermer la porte. Et là, le gars, le pied dans la porte. Il me dit, non, mais donnez-nous une carte d'identité. Et là, je pète un câble. Je leur dis, ça suffit, votre cirque. Si on est dans la rue, et puis qu'il y a un contrôle d'identité, je vous donne ma carte d'identité, il n'y a aucun souci. Mais là, vous n'avez pas de mandat. C'est dimanche matin, je vous ouvre la porte. Je vous dis que je suis bien qui je suis. Et puis ça va pas encore. Je dis, c'est jusqu'où qu'on doit baisser son froc dans cette histoire. Je dis, donc maintenant, c'est bon. Et là, il me dit, on vous emmène au poste. Alors, il est au téléphone, pendant que je suis en train de mettre mes chaussures et tout. Et puis là, je comprends dans le téléphone que ça n'a pas l'air de se passer tout à fait comme il voulait. Que son chef, il n'a pas l'air de lui dire, oui, il faut l'embarquer. Et puis j'aurais pu lui dire avant, mais je suis en quarantaine, je ne peux pas venir au poste. Mais bon, ça ne m'est pas venu. Alors ils me disent, non, on ne va plus au poste. Je dis, bon, écoutez, je ne comprends rien, on va au poste, on ne va plus au poste. Et puis là, ils s'en vont, et puis en criant dans l'escalier, en descendant, mais on va déposer plainte pénale contre vous pour refus d'identification. 6 semaines après, je reçois effectivement une amende du préfet de Lausanne, 160 francs. Je fais une opposition, j'écris une lettre au préfet, je suis convoqué à une audience. Il m'invite à retirer mon opposition. Déjà, ils me font savoir combien ça va coûter au tribunal. Ils tentent de me dissuader avec des frais de procédure. Alain Berset, bonsoir à nouveau. Vous êtes le ministre de la Santé, notre conseiller fédéral en charge de ce dossier. La situation est aussi grave que cela ? Écoutez, elle pourrait le devenir si nous ne réagissons pas. Je crois que la réaction est à la hauteur des enjeux. Protéger les personnes vulnérables, en particulier toutes les personnes retraitées au-dessus de 65 ans, rester à la maison, et les personnes en dessous de 65 ans qui ont déjà des maladies chroniques préexistantes, elles sont aussi particulièrement menacées et il faut qu'elles pensent elles-mêmes à se protéger et que la société, que nous puissions aussi tous ensemble les protéger. Mon médecin m'avait dit que j'étais une personne à risque, donc vous pensez bien qu'au début, moi, qui étais un peu ignorant comme ça, j'ai eu un peu peur, et donc je faisais très attention, jusqu'au moment où je commençais à avoir des allergies à cause du masque, et mon médecin m'a donné une attestation médicale, afin d'éviter de porter le masque trop souvent. Après, mon médecin m'a retiré mon attestation, il m'a prescrit des médicaments. À la place du non-port de masque, je devais prendre des médicaments. Et c'est là où je me suis dit, mais on peut pas faire ça, c'est pas normal. Au début, c'était plutôt ma maman qui était très dans la résistance. Elle me montrait beaucoup de vidéos, d'informations à ce sujet. Et moi, au début, j'étais un peu, comme tout le monde, je disais, mais non, ça m'intéresse pas. Au final, c'est pas possible qu'on nous mente à ce point. Et puis après, j'ai commencé à ouvrir un peu mon esprit. J'ai participé à ma première manifestation du coup avec elle. Et puis c'est avec elle justement qu'on est vraiment commencé à se battre. Voilà, regardez bien. On a donné notre carte d'identité, vous voulez quoi de plus? Maintenant, vous avez deux possibilités. Vous pouvez quitter la localité, comme je vous ai dit, ou vous venez chez nous, vous êtes arrêté par la police. Mais moi, je ne vais pas quitter la localité, ça je vous dis. Ok, alors je vous arrête. Je vais quitter la gare. Vous savez, vous pouvez me lâcher, hein. Vous croyez vraiment que je vais m'enfuir? Vous mettez pas les notes comme l'autre fois, parce qu'on avait eu droit aux notes l'autre fois. Ouais, ça c'est vrai. Bravo. Liberté. Ce sont des mesures inédites dans l'histoire récente de la Suisse. Elles nous concernent tous en tant qu'habitants, en tant que citoyens du pays. Dès minuit ce soir, instauration de la fermeture sur tous les territoires de tout établissement non essentiel. Plus de bars, de restaurants, plus de rassemblements de population. Et puis la mesure peut-être la plus spectaculaire, l'engagement sur le terrain des forces armées, jusqu'à 8000 militaires, du jamais vu dans ces proportions depuis la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement a sonné l'alarme. On peut d'ailleurs le comprendre, car au début de cette épidémie, on n'était pas très au clair sur sa nature et ses périls. Mais
Ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours présenté cela dans la version du pire. Les journalistes, les rédactions ont été gagnés par la peur qui était semée au plus haut niveau. Et quand on a peur, on a non seulement moins d'audace, mais moins de liberté de jugement. Soudain, dans les rédactions, on s'est aligné sur le message officiel et on l'a amplifié. Voici un exemple certifié de reportage grotesque de la SSR. Le journaliste parle de la sélection de sinistres mémoires opérée par les médecins suédois. Ils en ont profité pour éliminer les malades, les vieux, tous ceux qui auraient coûté trop d'argent. C'est la face sombre de l'approche suédoise. Mais alors que l'Agence de santé publique reconnaît des dysfonctionnements dans les maisons de retraite, elle ne remet pas en cause sa stratégie globale. Les téléspectateurs se sont plaints de ce reportage pour sa fausseté auprès de l'autorité de surveillance de la SSR, l'AIEP, qui leur a donné raison. On crée le sentiment, d'abord, qu'il y a des risques énormes, que si on ne fait pas ceci ou cela, on fait courir des risques aux autres, que l'on va surcharger les hôpitaux, c'est-à-dire rendre impossible les traitements nécessaires à des personnes qui n'ont pas le Covid et qui ont besoin peut-être de traitements ou d'interventions pour améliorer leurs conditions de vie, voire pour être sauvés. On n'arrête pas de créer un sentiment de culpabilité, et au fond, ce sentiment de culpabilité, on l'entretient par ces menaces, indépendamment de véritables études sérieuses, en tenant compte des différences des pays et des différences même entre les cantons pour savoir ce qu'il y a comme degré de mortalité. Je ne jette pas la pierre aux autorités politiques parce que je trouve qu'elles sont pratiquement le jouet des autorités sanitaires. Les autorités sanitaires n'encourent aucune responsabilité. Elles poussent leurs petits cris, elles disent attention, elles font taire ceux qui ne sont pas d'accord avec d'autres qui arrivent à plus facilement accéder à l'oreille du pouvoir. Et puis, ma foi, je comprends les autorités politiques qui, à un moment où elles se disent « Est-ce qu'on peut assumer le risque de mort alors qu'on nous dira jamais qu'on a évité des morts puisqu'on ne pourra jamais savoir si on en a évité ou pas ?» Quantifier ces dégâts, pour l'instant, ça n'est pas possible. Parce qu'on s'attend à une surmortalité qu'on a eue et qu'on a vécue. Elle est là, elle est réelle, elle est quantifiée. On s'attend ensuite éventuellement à une sous-mortalité. Et il faudra attendre seulement jusqu'à juin prochain pour avoir un cycle complet d'une année pour pouvoir vraiment étudier les chiffres. Je m'excuse d'en parler comme ça, mais si grand-papa n'est pas décédé au mois d'avril de Covid, il serait de toute façon décédé au mois d'octobre, novembre ou décembre. Et donc finalement, un décès est un décès. Et voici, mesdames et messieurs, comment l'espérance de vie des Suisses a évolué au cours de ce siècle. Il y a eu l'épisode tragique de la grippe espagnole en 1918, où on a perdu une vingtaine d'années d'espérance de vie. Ensuite, il y a 2 épisodes tragiques en 1944 avec la variole et en 1962. Puis vient évidemment l'épisode Covid, où les hommes perdent 9 mois d'espérance de vie et les femmes en perdent 6. Heureusement, cette perte a été compensée l'année d'après. Aujourd'hui, c'est 2 décisions majeures qui sont prises, qui vont changer notre quotidien. La première concerne les rassemblements de plus de 5 personnes. Ils sont interdits sur tout le territoire de la Confédération avec effet immédiat. J'étais avec un ami au port de Lutry. On s'est installé sur un muret pour grignoter quelque chose. Moi, j'étais assis là. Mon pote, au niveau du sac, on avait cette distance avec des sandwichs ou des salades, je ne sais plus, posées là. Et donc, du coup, il y avait un banc qui était de ce côté, avec 2 personnes collées l'une contre l'autre.
On voyait souvent une dame qui passait, qui discutait, qui avait l'air aimable, enfin gentille, qui nous souriait. Et puis à un moment, elle nous dit à 2 reprises, « Ah, mais est-ce que vous n'êtes pas trop proche quand même? Vous respectez les distances. » 10 minutes après, même pas, 2 policiers sont venus vers nous. Moi, j'ai pas tilté tout de suite. C'est mon ami, mon pote qui m'a dit après coup, c'est elle qui a dû parler de nous, nous dénoncer parce qu'ils sont venus directement alors qu'il y avait des gens collés serrés sur le banc en face de nous et les flics n'ont pas intervenu auprès d'eux, ils sont venus vers nous. On a eu 100 francs d'amende chacun, lui et moi. Aujourd'hui, la police est sur le terrain. Ce week-end, premier jour du printemps, nous imaginons qu'il y aura évidemment des velléités de profiter des beaux jours. Il faut évidemment être présent pour rappeler à la population ses devoirs. On a parlé de responsabilité individuelle. On le fait déjà depuis quelques semaines avec un résultat qui est quand même assez moyen. Je pense que désormais, il faudra passer à la vitesse supérieure et sanctionner. On a voulu réagir à la situation de crise qu'on connaissait avec l'épidémie, en disant notamment de solidarité avec différentes populations de la ville qui étaient affectées par la chose particulièrement. Donc on s'est mis dans la petite place juste à côté de l'office des poursuites, en groupe de moins de 5, mais dispersés sur cette petite place pour témoigner de notre solidarité. Sur quoi arrivent des ribambelles de flics de tous les côtés. Ils étaient bien organisés pour pas qu'on puisse s'enfuir de ce côté-là. On n'avait aucune intention de fuir, mais bref, ils sont comme ça. On nous a entourés, nous ont obligés de nous mettre ensemble, alors que nous, on était en petit groupe de 3, et pour nous signifier que c'était interdit les manifestations pendant le Covid, et qu'on était en contravention. C'était eux qui nous avaient rassemblés dans un groupe, mais ils ont dit qu'ils n'avaient rien à cirer. Et voilà que quelques mois plus tard, on a reçu chacun une amende de 160 francs pour l'infraction se trouver dans un rassemblement de plus de 5 personnes dans l'espace public. Donc on a contesté. La décision du Conseil fédéral d'interdire complètement les manifestations, c'était une atteinte gravissime aux droits fondamentaux, puis qui de facto nous empêchait de mener nos combats syndicaux. On a pu interpeller directement la Cour européenne des droits de l'homme, précisément parce que sur ce type de décision-là, il n'y a pas de contrôle judiciaire possible de la décision du Conseil fédéral. Et c'est pour ça que, oui, on aurait pu entreprendre des démarches dès l'échelon le plus bas, mais ça n'aurait pas servi à grand-chose dès lors qu'on pouvait aller directement à l'échelon le plus élevé. Mais c'est bien le problème, c'est que la décision en tant que telle du Conseil fédéral, il n'y avait pas de voie de recours possible. Bonjour, Monsieur Poggia. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions? Mais certainement. C'est à quel sujet? C'est au sujet du coronavirus. Ah, qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien voilà, la Suisse a été condamnée, suite à des plaintes des syndicats genevois, par la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'en pensez-vous? Nous préférons pas répondre à ces questions. On était une centaine, entre 100 et 200 peut-être sur la place fédérale. Et puis, il y avait déjà un déploiement de police assez conséquent. On s'est dit, bon, on ne va pas rester sur cette place trop longtemps parce que visiblement, on n'est pas les bienvenus. Donc, on s'est dit, on a formé un cortège, puis on s'est dit, bon, on va aller se promener dans les rues de la vieille ville de Berne. À un moment donné, on a bifurqué dans une ruelle qui n'était pas très large. Et à ce moment-là, ils nous ont bloqués des deux côtés, la police. La police qui vous parle. Vous êtes encerclés par la police. Non. Scandale. Vous prenez part à une manifestation. Scandale. Autorisée. Scandale. La police va effectuer des contrôles d'identité et vous serez dénoncés. Là, il y a une maman qui disait, parce que son fils pleurait, il pleurait vraiment beaucoup, et puis elle a dit « laissez-nous sortir », elle a commencé à lever le ton. Du coup, il y a 2 policiers qui l'ont attrapée, donc c'était vraiment une scène assez violente. Donc, pour son mari et son fils qui étaient là, c'était compliqué. Et du coup, ma fille qui était là avec moi, qui avait
À l'époque, 13 ans. Évidemment, elle a commencé à pleurer aussi parce que émotionnellement, c'était assez lourd comme moment. Après, ils nous ont pris les uns après les autres, ils ont relevé les identités. Pourquoi vous venez avec des enfants, vous n'avez pas porté le masque? Regroupement, en fait, on n'avait pas le droit de se regrouper à ce moment-là. Alors que les rues de Berne étaient pleines, c'était journée shopping avant Noël, les magasins étaient ouverts. Donc je pense qu'il y avait vraiment la volonté de la police de réprimer des gens comme nous depuis le début parce qu'il fallait montrer à la population en général qu'il fallait obéir, quoi. Il y a une telle, comment dirais-je, mais une telle violence dirigée contre la simple expression d'une opinion différente, parce qu'évidemment, ça va détruire la confiance absolue dans les mesures prises. Dès la semaine prochaine, les masques seront obligatoires dans les magasins, dans les cantons de Vaud et du Jura. 3 semaines après le Jura et le canton de Vaud, la décision des autorités genevoises d'imposer à son tour le masque dans les commerces du canton. Dès vendredi, le port du masque sera obligatoire dans les commerces d'une capacité de plus de 10 personnes à Neuchâtel. Je suis allée à la Migros Métropole 2000 à Lausanne, où tous les magasins étaient fermés, mais je suis allée juste pour aller chercher de l'argent au bancomat. Il n'y avait personne dans le magasin, j'avais mis le masque sous la bouche, quoi, en fait. Je tombe sur un ancien vigile, je dis ancien parce qu'il était assez âgé. Et puis, il m'interpelle, il me dit « Madame, le masque, enfin, voilà. » Je dis « Mais enfin, je suis toute seule, quoi, je veux dire. » Et je suis asthmatique et en plus, je suis en train de sortir. J'étais à 10 mètres de la sortie. Il me dit « Non, il faut mettre le masque quand même, il faut quand même mettre le masque. » Je dis « Mais je sors !» Et là, il a eu le temps d'appeler à ses collègues, à 2 autres vigiles. Ils sont devenus très menaçants, ils m'ont pris chacun d'un côté, et puis ils m'ont cassé mon parapluie. Ils m'ont vraiment pris de force. Une des personnes m'a fait une clé de bras, l'autre personne m'a maintenu la jambe, et ensuite s'en est suivi l'appel de la police. J'avais, comme souvent à Romont, à la Migros, faire des achats pour manger. Et je me fais intercepter par un agent de la Migros qui me demande de mettre un masque. Alors je lui dis, je ne mets pas de masque. Il me demande une attestation. Alors je lui dis oui, je vais vous la montrer. Elle était sur mon portable en photo que j'avais dans ma voiture. Alors j'explique à ce monsieur que je vais aller la chercher, je vais lui montrer. Alors il se met à me poursuivre jusqu'à la caisse. Il avait l'air très insistant et je lui dis que je vais payer mes affaires avant de sortir. Ensuite, j'arrive à ma voiture. Tout d'un coup, je vois un flic descendre de l'escalier de l'immeuble. Un deuxième qui arrive en voiture, qui se parque, hop, ils se rejoignent. C'est bien vous qui étiez à la Migros sans masque? Je lui dis oui, bien sûr. Alors il me dit, vous avez une attestation? Je lui dis, ça tombe bien, je venais la chercher pour la montrer au monsieur qui me l'a demandé. Alors montrez-la nous, s'il vous plaît. Je lui donne mon portable avec l'attestation. Il regarde ça avec son ami, là, son collègue. Il revient vers moi en me disant que c'est un faux. Il me dit, c'est pas valable. Il me dit, écoutez, vous me demandez une attestation, je vous la donne. Alors il me dit, est-ce que vous avez une copie en papier, sous format papier? J'avais sur une copie A4, je lui ai donné ça. Et il me recertifie que c'est faux. Ils se mettent à discuter, ils se mettent à faire des téléphones, etc. Et il revient vers moi pour me dire, un des deux me dit, bon, vous allez nous suivre. Puis, ça m'a surpris quand même. Je me dis, je leur demande pourquoi. Il me dit, on va aller contrôler, on va continuer le contrôle au poste. Alors je tourne mon contact pour démarrer, pour les suivre. Et là, c'est devenu très rapide et violent. À deux, ils m'ont chopé les 2 bras, sortis de la bagnole, écrasé la gueule par terre et ça y allait costaud. Pour finir, j'ai appelé au secours et comme j'étais tête écrasée par terre, je voyais rien d'autre que le goudron et quand j'ai pu tourner un peu la tête, j'entendais des gens qui criaient aux flics d'arrêter, etc. Et
ne me branchaient pas. Et pour finir, je me suis retrouvé enfermé dans un espèce de cachot à Vaulrue, donc 20 km plus bas, près de Bulle. Ils m'ont emmené à l'hôtel de police où j'ai subi une fouille corporelle, donc j'ai dû me déshabiller. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait eu une perte de contrôle totale jusqu'à une perte de contrôle corporel. À savoir, je me suis fait dessus, donc c'était pas du liquide, c'était plutôt du solide. Et on m'a mis dans une cellule. Il y a un commissaire, un adjudant, je sais pas qui arrive, là, commence à me questionner, me demander de me déshabiller, j'étais fouillé à nu. Ensuite, il revenait pour des questions, et puis un autre, il tapait les réponses, etc., etc. Je suis arrivé vers midi, je suis sorti à passer 16 heures. Quand ils m'ont lâché, le grand chef est venu vers moi me dire on a vu que vous aviez des sous dans votre porte-monnaie. Est-ce que vous voulez qu'on vous appelle un taxi ou bien vous voulez téléphoner à quelqu'un qui vienne vous chercher? Alors je lui réponds c'est quand même vous qui m'avez amené ici, vous pouvez peut-être me ramener. Elle me dit non, ça on ne fait pas, on fera pas ça. D'accord. Alors il s'en va et puis 2 minutes plus tard il revient et il me dit écoutez monsieur, exceptionnellement on va vous ramener. Vous saurez que quand vous serez dans la voiture vous mettrez un masque. Alors j'ai pris la sortie directe et je suis sorti à pied. Bon, il pleuvait des cordes et tout et j'étais parti pour rentrer à pied. Il y avait 1 kilomètre. J'avais tellement mal au poignet à cause des menottes que j'avais demandé à avoir un médecin qui puisse m'examiner parce que je pensais que j'avais les poignets cassés en fait. Ils m'ont envoyé une ambulance pour aller à l'hôpital. Alors j'ai pas voulu aller à l'hôpital. Et j'ai déposé une plainte. Alors la plainte, elle n'a absolument pas abouti. J'ai été chargée, j'ai eu 4000 francs d'amende et 5 mois de prison avec 2 ans de sursis. J'étais blessé à la tête, au bras, aux genoux, aux jambes, un peu partout. Donc je voulais faire constater ça. Je suis monté au poste à Romont pour aller porter plainte contre ces 2 bonhommes. Quand j'ai été accueilli au guichet, le monsieur qui m'a vu, je pense qu'il connaissait déjà l'histoire. Et la première chose qu'il m'a dit, monsieur, vous allez mettre un masque. Donc je fais demi-tour, je suis sorti. Et ensuite, je suis allé chez ma doctoresse qui est médecin de famille, voilà, que je vois rarement, et lui expliquer ce qui est arrivé. Donc elle n'en croyait pas trop ses yeux et ses oreilles. Elle m'a conseillé d'aller à la médecine légale à Lausanne pour faire le même constat. Alors ça, c'est un peu plus officiel, enfin, c'est le même constat, mais donc tout ça a été enregistré, fait avec des photos, machin, tout ça. En rose, bonbon, j'ai souligné tout ce qui est mensonge de la part de la police. Voilà, il y en a pas mal. Tout ça est du mensonge policier. Daniel Jeannin est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours avec sursis pendant 2 ans. Le montant du jour amende est fixé à 30 francs, ainsi qu'au paiement d'une amende de 100 francs. Notre malheureux client de la Migros écope donc de 10 jours de prison-amende. Et les policiers, dont le commandant jugeait leur méthode excessive, ils reçoivent chacun près de 10 000 francs pour tort moral et leurs frais de justice. Justice est faite. Je rentrais chez moi, je traversais la gare parce que je me sentais plus en sécurité. Et je me suis fait interpeller par 3 policiers de la police des CFF qui m'ont dit de mettre le masque. C'était 10h du soir, la gare était vide. Je leur ai expliqué que j'avais un certificat médical qui me permettait de ne pas le porter dans un lieu public en tout cas. Ils ont voulu voir le certificat médical en question. Je leur ai dit que c'était pas possible vu que c'est protégé par le secret médical, que accessoirement il y avait personne dans la gare et qu'ils avaient soit la possibilité de m'emmener au poste, de mettre une amende à laquelle je ferais opposition, ou simplement de me laisser tranquille. Et à ce moment-là, il y en a un qui a pris mon sac de force. Je me suis accrochée à la barrière
pour pas qu'ils me l'attrapent. Et je me suis retrouvée, ils m'ont décollé les doigts l'un après l'autre, ils m'ont fait une clé de bras, ils m'ont mis par terre. Et donc le gars, quand il m'a fait la clé de bras, il y a été fort pour que ça ait un effet. J'ai eu mal au poignet pendant quelques mois d'ailleurs. Et ensuite, ils ont fini par m'emmener au poste pour voir avec les policiers cantonaux comment agir à mon encontre. Les policiers en bleu, ils avaient mon sac. Donc ils ont pris mon certificat médical. Ils l'ont lu et ils ont vu que du coup j'avais effectivement le droit de ne pas mettre le masque. Les 3 vaillants gaillards sont partis. Un mois plus tard, j'ai été convoquée parce que les CFF avaient porté plainte contre moi. Cette malheureuse interpellation aura des suites, bizarres. Madame Alexandra recevra une lettre du juge lui annonçant qu'aucune charge n'est retenue contre elle. Ouf! Mais le juge ajoute: étant donné le peu de gravité des faits, Madame Alexandra ne devra pas passer un examen psychiatrique. Totalement inutile. Et puis absolument pas recommandé. Et en plus de ça, alors je peux carrément dire qu'il y a une telle hystérie autour des masques qu'il faut qu'on arrive à la stopper. On n'a jamais prétendu que le masque ne protégeait pas. On a effectivement expliqué que ça protège essentiellement les autres d'une infection. On apprend tous les jours des choses sur ces masques et maintenant la vision elle est un petit peu différente. On nous disait c'est ou le masque ou la distance. Maintenant il faut et le masque et la distance. On ne nous a pas expliqué pourquoi d'ailleurs. J'entends, on est malheureusement pris dans une série de décisions qui sont souvent incompréhensibles, parfois contradictoires, et on voit tout le monde dire « Ah mais oui, c'est très bien », montrer même du doigt les personnes qui, le cas échéant, expriment quelques réserves quant à l'utilité et à la logique, précisément, des mesures proposées. Alors je me rendais chez ma maman qui est malade, qui était malade, elle est décédée depuis. Et je me rendais à Genève aéroport, pour m'occuper d'elle. Et j'avais eu le Covid un mois avant, donc j'étais dans le train en train de travailler. À Neuchâtel, il y a une contrôleuse qui m'a dit que je devais mettre le masque alors que je l'avais ici en dessous de la bouche. J'étais peut-être... On était peut-être 4 dans le wagon, quoi. Donc il y avait 2 personnes plus loin. Et moi j'ai dit je dérange personne, j'ai eu le Covid, je pense que c'est en ordre, laissez-moi tranquille. Et puis à Genève, j'ai été reçu par un comité d'accueil, c'était les personnes qui font la sécurité dans le train, là, des espèces de policiers, enfin c'est pas des policiers puisqu'ils n'ont pas d'armes. Puis ils m'ont demandé les papiers, de mettre le masque, j'ai obéi, j'ai mis le masque, j'ai donné mes papiers, puis ils m'ont dit bon vous descendez du train. Et j'ai dit non c'est pas là que je descends à Genève aéroport, pas à Genève Cornavin. On dit vous descendez tout de suite. J'ai dit non, il n'y a pas question, je descends pas du train ici, j'ai fait ce que vous m'avez dit, non vous allez venir avec nous. Et là ils m'ont rudoyé, ils ont essayé déjà ils m'ont fermé l'ordinateur. Et puis le train était arrêté avec ça et les gens qui étaient dans le train ou qui voulaient aller à Genève aéroport prendre leur avion, ils ont commencé un peu à regarder. Je voulais pas gêner les autres personnes, j'ai dit je descends. Ils m'ont demandé d'attendre l'arrivée de la police, ce que j'ai fait, mais ils m'ont carrément demandé de sortir les mains des poches, tout un cirque, faire comme des espèces de... Je sais pas, des troupes de choc, et ça j'ai pas trop apprécié, quoi. Je me suis défendu, j'ai dit j'attends avec vous si vous voulez, mais je me prête pas à votre petit jeu. Il y en a un qui a essayé de me faire une clé de bras, je me suis défendu, je me suis pas laissé faire en fait. Ça a fait un peu l'attroupement, c'était gênant quand même parce que j'ai eu l'impression que on était vraiment devenu dans un état policier
sans mesure, quoi, sans mesure. C'est le train pour Neuchâtel, ça, non? Donc après, j'ai dit, bon, je ne vais pas aggraver la situation. Je suis quand même resté et puis la gendarmerie de Genève est arrivée. J'ai eu un bon contact avec la gendarmette qui m'a dit qu'est-ce qui se passe. J'ai dit écoutez, j'avais pas le masque dans le train, ils m'ont sorti. Elle m'a dit bon, vous allez me suivre. Puis l'agent de sécurité voulait que je signe son document. J'ai dit je signe rien du tout. On est parti quoi. Enfin, on est parti avec la gendarmette et le gendarme. Et puis je lui ai parlé dans l'escalator, je lui ai dit, vous savez, mon fils vient de m'appeler avant. Toute sa classe est vaccinée, ils sont tous malades, sauf mon fils qui n'est pas malade. Il n'a pas été vacciné. Donc lui, il a eu le Covid de vrai. Donc vous savez, ces histoires de masques et de vaccins, ça n'a plus grand chose à voir. C'est vraiment à fond, on est en roue libre là. La gendarmette, au bout de l'escalator, elle m'a rendu mon canif. Elle m'a dit, allez soigner votre maman, vous avez mieux à faire que ça. Bon, l'épilogue, je pensais avoir eu la paix, mais j'ai quand même reçu une amende d'ordre de la République du canton de Genève pour un montant de 520 francs. Je pensais faire opposition, tout ça, mais bon, j'ai assez d'autres choses beaucoup plus importantes à faire. J'ai pas trouvé aussi les bases légales sur Internet, comment faire recours. Donc j'ai basté, je me suis couché, j'ai payé cette amende pour avoir la paix, quoi. Voilà. Voilà comme c'est terminé cette histoire. Monsieur Poggia, puisque vous êtes devant moi, j'aimerais encore savoir s'il est vrai que plus de 8400 Genevois ont été condamnés ou font l'objet de procédures pénales pour des violations de la loi Covid. Et qu'en est-il pour l'année 2022? Combien de personnes ont été arrêtées, emprisonnées, etc., etc. Nous préférons pas répondre. Je me promenais dans les rues basses le 2 février 2021, il y a 2 ans tout pile. La police municipale m'a arrêté, m'a gentiment demandé de mettre mon masque. J'ai exécuté parce que je suis obéissant, mais je leur ai quand même posé la question pourquoi ils me demandaient de faire ça alors que c'est écrit sur les boîtes que c'est inefficace contre le Covid. Donc je leur ai posé la question. Ils m'ont dit nous on n'est pas là pour décider des lois, on est là pour exécuter. Je leur ai dit mais écoutez là on parle de lois sanitaires qui sont absurdes. Si on vous demande de vérifier si je me brosse les mains ou si je me brosse les dents le soir ou si je me suis bien essuyé les fesses après avoir fait caca, est-ce que vous allez le vérifier? Et puis c'est là qu'ils ont commencé à tiquer et puis c'est là qu'ils ont sorti le calepin pour me mettre une amende. Sinon ils ne l'auraient pas fait je pense. En tout j'ai dû payer 180 balles. Mais je suis parti du principe que c'était une amende que je pouvais me permettre parce que je voulais les confronter un peu au métier qu'ils ont choisi et que est-ce qu'ils ont signé pour aller vérifier ce genre de choses qui sont totalement absurdes. Maintenant, moi j'en veux pas aux policiers parce qu'ils ont fait leur métier. C'est plus au niveau judiciaire, au niveau du 4e pouvoir aussi que je pose la question comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de débat, comment ça se fait qu'ils aient passé leur temps à nous insulter à longueur de temps. Complotistes, anti-vax, racistes, à tout bout de champ sans même ouvrir le débat. On nous dit quand même tel et tel virologue dit ceci, on nous sort des courbes, on nous donne des explications dans l'évolution des virus, etc. Et il y a aussi des divergences d'opinion chez les virologues. Et par conséquent, je pense que quand on ne donne la parole qu'à ceux qui ont tous la même opinion, on favorise leur dictature, d'autant plus qu'ils passent pour les grands spécialistes, n'est-ce pas? Ils ont fait l'étude des courbes, des évolutions, etc. Donc, ils ont, entre guillemets, raison. Et à partir du moment où on ne peut pas, non pas même contester, mais discuter, parce qu'on sait bien, en parlant avec des amis médecins, avec des personnes dans les sciences, qu'il n'y a pas du tout d'unité de doctrine sur l'évolution du virus, sur les manières éventuelles de juguler une épidémie, etc., eh bien, si on n'accepte pas la discussion et qu'on ne donne qu'une seule opinion, c'est une dictature. Gewoon zo, e-mail willen politie starten?
Als kleiner Bub natürlich, immer aufgeschaut, Polizist, Räuber und Poli gespielt. Ja, plötzlich ist das gekommen. Niemand hat natürlich gewusst, was kommt auf uns zu. Jeder war verunsichert. Was passiert da? Wir haben Bilder gesehen aus gewissen Ländern. Angst ist auftaucht bei vielen. Das habe ich da auch gemacht. Ich bin die Sachen recherchieren, bin Zahlen anschauen, die offiziellen Zahlen vom Bund, was passiert da, wie viele Krankheitsfälle haben wir, Hospitalisationen, Sterblichkeiten, bin ich das Zeug anschauen. Da ist mir ein bisschen suspekt vorgekommen oder so, jetzt ist es nicht ganz gestimmt. Also wie für euch habe ich mitbekommen, dass es so eine Vereinigung gibt. Das habe ich mitbekommen aus den Medien auch und dann habe ich dann bei denen gemeldet. In dem Chat dort sind alle anonym. Also man weiß nicht genau, wer das ist. Man hätte können, also ich habe meinen Namen dort auch reingeschrieben, aber ich bin der und der von der Kantonspolizei Zürich. Das habe ich dort reingeschrieben, dass die das wissen, woher das ich bin. Weil ich davon ausgegangen bin, die anderen sind auch alles Polizisten und meine Kollegen. Es hat auch Leute gegeben, die ihren Namen reingeschrieben haben. Es ist dann plötzlich ein Brief gekommen, so quasi, es ist ein internes Verfahren gegen mich eingeleitet worden und ich wurde befragt. Mir ist dann vorgeworfen worden, in den Metadaten von einem Formular, das auf der Homepage dieser Vereinigung ist, mein Name drin ist. Und aufgrund von dem haben wir dann das aufgelesen und dann relativ schnell bin ich fristlos entlassen worden. Ich konnte mich praktisch auch nicht mehr äußern mit meinen Kollegen. Relativ schnell ist das Kommando gekommen und gesagt, gib deine Waffen ab, die Ausweise, du bist jetzt im Verfahren. Mir wird da vorgeworfen, dass ich öffentlich zu Strafanzeigen gegen Polizisten aufgerufen habe. Also man soll sich das mal vorstellen, dass ich aufrufe, man soll meine Kollegen anzeigen, wird mir da vorgeworfen. Il y a eu ce choc. Dans les mois qui ont suivi, certains doutes, certaines interrogations ont commencé à se formuler, y compris dans le monde scientifique et médical. Ils n'en étaient pas tenus compte. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que quiconque se posait des questions, sans affirmer une contre-vérité ou message officiel, mais se posait des questions, était soudain considéré comme une sorte de suspect, complotiste, enfin, il y a eu toutes sortes de qualificatifs, alors que le droit de s'interroger sur les décisions du gouvernement, c'est le droit fondamental de la démocratie. Bonjour, Monsieur Covid. Il semblerait, maintenant que vous êtes à la retraite, que vous ayez quelques remords. Vous avez déclaré récemment à la presse « Nous avons trop restreint les droits fondamentaux des résidents ». Et vous avez aussi ajouté « En fait, nous voulions garder les écoles ouvertes, mais lorsque la France les a fermées, il est devenu clair que nous devions suivre le mouvement, à cause aussi de la Suisse romande, qui ne l'aurait pas compris si nous avions maintenu un fonctionnement scolaire normal. Est-ce bien exact? Oui. C'est dans l'aile ouest du Palais fédéral que le gouvernement s'est réuni ce matin pendant de longues heures pour une de ses séances les plus particulières de ces dernières années. Dans tout le pays, dès lundi prochain, dans les écoles, dans les hautes écoles et les centres de formation, et cela jusqu'au 4 avril, les cours seront interdits dans les locaux. Pour les élèves du primaire, les cantons sont invités à mettre en place des structures d'accueil. Les parents sont priés, eux, de trouver des solutions de garde et à ne pas faire appel aux grands-parents. Quelques jours avant la rentrée, on a notre ami Yves Flukiger, donc le recteur de l'Université de Genève, qui fait publier un petit article de presse, notamment dans la Tribune de Genève, qui dit « L'université imposer le pass sanitaire est impossible ». Donc ça, c'était l'article qui est sorti un peu avant la rentrée, qui avait rassuré tout le monde. Et puis ensuite, vendredi soir, avant le lundi de la rentrée, on reçoit un email dans lequel Yves Flukiger nous dit que le Conseil fédéral a annoncé de nouvelles mesures et que donc l'université se voit obligée de restreindre l'accès et d'instaurer le pass Covid pour toutes les activités d'enseignement. Et puis avec plusieurs étudiants, on a formé une association. Puis on a fait ce qui s'appelle une opposition. Donc on écrit à la fac en le disant ça atteint les libertés personnelles qui sont dans la Constitution, dans les conventions européennes des droits de l'homme. Ça atteint l'égalité de traitement, parce qu'il y a une grosse discrimination qui est instaurée pour les gens qui n'ont pas le pass sanitaire. Ça porte atteinte à la liberté de réunion, au droit à la formation professionnelle.
Et donc en fait tout le débat légal derrière, c'est de savoir si la situation était à ce point dangereuse que pour que ça justifie toutes ces atteintes. Néo a une mesure d'éloignement en fait, de un petit peu plus d'une semaine. Mais ça c'était à force de ne pas porter le masque, de l'enlever. C'est parti gentiment au mois de décembre avec l'annonce que les élèves vont probablement devoir mettre les masques. Donc eux, ils reçoivent déjà les papiers, les élèves reçoivent les papiers. Puis là, il a commencé à monter les tours gentiment, à être malade, à plus dormir, à plus manger. Le problème, c'est comme il a diabète type 1, quand il est pas bien ou stressé, c'est waouh, qu'on peut plus rien gérer H24. Donc nous, on dormait plus. Après, j'allais dans la cour d'école, le matin, je dis « Excusez-moi, mais Néo, ça va pas du tout, vous avez vu les glycémies, ça va pas. Vous voyez comme il est, c'est pas d'ordinaire. Ma foi, tant pis, il veut pas mettre le masque. » Je suis obligée de faire comme on me dit de faire. J'ai été menacée par notre... comment on dit ça, maman? T'es un éducateur. Un éducateur. Que mes parents auront eu des problèmes, de la justice, tout ça. À cause de ça, et moi j'ai été écartée une semaine et un jour. Pendant l'écartement, quand ils m'ont renvoyé, ils m'ont oublié de me donner les devoirs à l'avance. Du coup ça m'a aussi tout retardé sur tout mon apprentissage. Nous, ce qu'on cherchait à avoir quand même, c'était avoir un putain de certificat pour non-port de masque. On n'a jamais réussi à avoir. Et le pédiatre a dit, j'ai pas le droit de vous le donner, j'ai pas le droit de vous le faire. Mais j'ai su que des enfants qui ont eu ce certificat, qui avaient à la base pouvaient pas porter le masque ou ne voulaient pas ou n'arrivaient pas, ont fini quand même par porter le masque. Je pense pas que ça aurait été le cas de Néo, parce qu'ils n'étaient pas comme les autres copains en classe. Il y a eu beaucoup de morts dans ton école, du Covid. T'es le seul à avoir survécu. Dans l'université, il n'y a pas de personne à risque. Personne n'est mort du Covid, qu'on le sache, dans les étudiants de Genève. Dans le corps professoral, je ne crois pas non plus. Et on regardait, nous, les statistiques de l'OFSP aussi pour justifier un peu notre position. Chez les jeunes, la courbe reste plate à peu près tout le temps. On ne voit pas à quel moment le Covid serait un danger pour les jeunes, ni pourquoi il aurait fallu prendre des mesures à ce moment-là et pas avant ou pas après. La rentrée de 2021 avait lieu alors que déjà la majeure partie des gens étaient vaccinés, donc si toutefois le vaccin marchait, de toute manière il protégeait déjà les personnes à risque. Et donc nous, notre combat, c'était pas tellement de trancher sur la question du vaccin, mais c'était plus de dire il faut que les choix en matière de santé n'aient pas d'impact sur la possibilité d'accéder à l'éducation. Donc chaque étudiant devrait être libre de choisir s'il prend ce vaccin ou pas, et puis ensuite on n'aurait pas à l'embêter. C'est d'ailleurs la politique de l'université à propos du vaccin contre la grippe. Ils le recommandent, et puis il n'y a pas de contrôle supplémentaire. C'est à peu près le même niveau de dangerosité. Et donc aujourd'hui, on ne comprend toujours pas comment ces mesures ont été justifiées, maintenues, et on essaie simplement d'obtenir cette clarification et d'empêcher que ça se reproduise, parce qu'il y a quelque chose d'un peu abusif de la part du rectorat pendant cette année-là. Nous avions reçu des directives concernant les tests salivaires poulets hebdomadaires. Et lorsqu'un des tests s'avérait positif, il fallait faire un test individuel. Et puis, donc, un matin, on m'a téléphoné, on m'a enjoint de pratiquer un de ces tests individuels, PCR, donc, et j'ai refusé de le faire nasal et j'ai demandé à pouvoir le faire salivaire. Je trouvais que c'était un geste médical invasif et ils ont estimé que c'était pas un motif valable et que du coup, dans ce cas-là, suivant la directive qu'on avait reçue, je devais être mise à pied. Et on m'a demandé de choisir entre la mise à pied, la démission ou le licenciement. J'ai refusé de démissionner en disant que c'était pas mon choix du tout, que j'avais pas envie de partir. Donc le choix a été fait de me licencier. Est arrivé le moment en septembre 2021 où ils ont exigé de faire des tests.
salivaire. Donc quand ils voulaient imposer ça, moi j'ai mis les pieds au mur en disant c'est de la discrimination. Puisque je ne suis pas vaccinée, vous m'embêtez avec ça, alors que mes collègues vaccinés, qui peuvent aussi l'attraper et le donner plus loin, ne sont pas embêtés. Donc ce n'est pas cohérent. Ça m'a valu une convocation avec mon RH, ressources humaines. Nous prenons acte de votre refus de vous soumettre à cette procédure de test et vous informons à nouveau formellement que faute de test, vous n'êtes pas autorisé à travailler et que cela implique que votre salaire ne pourra malheureusement pas vous être versé durant cette période en vous rendant attentif que votre refus vous met dans une position qui vous empêche d'accomplir les tâches pour lesquelles vous avez été engagé. Une telle attitude constitue un manquement à vos obligations contractuelles. Je vous demande donc une dernière fois de vous soumettre au test imposé par l'État et de reprendre votre travail dans un délai d'1 semaine. À défaut, la Fondation pourrait considérer qu'il s'agit d'un abandon de poste. Je dis bon, je vais au moins me renseigner sur mes droits auprès du syndicat. C'était syndicalisé à Sud. Et quand je les ai téléphonés, ils m'ont très clairement dit « Madame, on ne peut rien faire pour vous parce que loi Covid ». Normalement, dans temps normal, ça serait illégal. Mais là, c'est la loi Covid qui permet ce genre de choses. Mon ancien employeur a reconnu finalement, après divers courriers entre avocats, que ce licenciement n'était pas justifié, a donné les 3 mois d'édite à bien plaire avec une indemnité, mais n'est pas entré en matière avec les frais d'avocat. Donc du coup, ensuite, nous sommes partis au tribunal administratif avec dossier contre dossier et pour le moment c'est toujours en cours. On attendait impatiemment l'annonce de cet accord. La Confédération a mis la main au porte-monnaie afin de se réserver 4,5 millions de doses de Moderna pour un vaccin anti-Covid. Comme la dose coûte environ 35 $, c'est selon nos estimations 150 millions de francs que la Suisse a déboursé. Le FSP a refusé de confirmer. Bonjour, Monsieur le Président. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui, bien sûr. Eh bien, dites-moi, il paraît qu'il y a une bonne dizaine de millions de doses de ce vaccin miracle qui sont en Belgique, que personne ne veut utiliser. Il paraît aussi que vous avez commandé pour l'année 2024 des millions de doses. Est-ce que c'est bien vrai? Désolé, je n'ai pas le temps. Oh, Testulaire, immer mein Traum gewesen, ja. Mit 18, 19 habe ich noch das KV auf der Bank gemacht, weil man 20 sein zum Anfangen zu fliegen. Ich habe die Swiss verloren wegen dieser Impfpflicht. Ja. Wir hätten auch einen Termin mit der Swiss mal bekommen, um zu fragen, woher haben Sie die Evidenz und das Ganze, dass die Impfung die einzige Lösung ist. Und die Airliners wollten eine Risikoabschätzung und haben der Swiss offeriert mit einem riesigen Dokument, wo ganz viele Fragen drinstehen, um mit der Swiss das abklären. Sind wir da auf dem richtigen Weg? Die Schweiz hat dann aber gesagt, ja, wenn die ganze Welt Impfobligatorien macht, müssen wir aus operationellen Gründen das einführen. Sonst können wir vielleicht unsere Flüge nicht mehr durchführen. Dann ist es aber anders herausgekommen. Amerika hat für Crew nie eine Impfpflicht gemacht. Es sind sehr viele Leute entlassen worden, weil natürlich viele Flüge am Boden gestanden sind. Plus alle Impffreien haben nicht mehr dürfen fliegen. Schlussendlich hat man dann Kündigung bekommen, wenn man sich nicht geimpft hat. Sehr viele sind dann mitgegangen und haben gesagt, ich will meinen Job halten, ich mache da mit und das wird schon gut sein, wenn der Bundesrat per se sagt, das ist tipptopp. Ja, dann kann ich meinen Job halten. En Suisse, un restaurant de Zermatt est devenu l'épicentre du lourd débat politique sur le certificat Covid. Sur ces images, l'arrestation hier matin des 3 tenanciers de la valise Air Canet. La raison, ils refusaient de contrôler les passes sanitaires de leurs clients à l'entrée du restaurant. Nous avons opté pour la mise en place avec la commune de blocs en béton sur la voie publique devant le restaurant pour signifier que ce restaurant est fermé. Au final, tout le monde avait un peu peur à ce moment-là. Tout le monde était un peu effrayé parce qu'on ne savait pas trop. Les gens ils commençaient à dire d'un coup vaccin ci, vaccin ça. Puis évidemment, on peut faire confiance à la médecine. On fait tous un peu confiance à la médecine, selon comment. Et puis finalement,
on arrive à se dire, mais en fait, est-ce qu'on devrait faire confiance à ce vaccin? On savait pas trop. Du coup, cette peur-là nous a amené à faire ce faux certificat Covid. Je me rappelle, c'était à Ikea qu'on s'était fait attraper avec ce pass-là. Et à Ikea, bah voilà, il y avait tout le monde qui était assis. Nous, on arrive, on le présente en pensant qu'on pouvait s'asseoir. Étant donné qu'on avait un faux pass, puis là, on voit dessus réfuté. On s'est dit, ah ouais, réfuté, c'est quand même, ça veut pas dire annulé, ça veut pas dire fin de. Ça veut dire réfuté. Donc. Et du coup, on n'a pas pu aller s'asseoir et on est parti un peu comme ça en se posant des questions. Et c'est quelques jours après, on a vu dans le journal que tout le monde. C'était la fête, quoi. C'était fait attraper et puis qui remontait, allez, petit à petit. Et là, ils sont arrivés à nous. On a eu une personne d'entre nous qui a été convoquée au tribunal. Mais nous, on n'a pas été convoqués au tribunal, mais du tout, en fait. Et du coup, là, on a deux autres amis. On a tous un peu des cas différents. On a deux autres amis, eux. Ils ont fait opposition tout de suite, ils sont avec un avocat, ils n'ont rien sur le casier, parce qu'ils attendent. En fait, ils sont en attente de jugement. Nous, on n'a pas été chercher, c'est rentré en force dans le casier. Et là, maintenant, ça me pose des gros problèmes, moi, parce que bah, je trouve pas de boulot à cause de ça. Alors, moi, j'ai 1440. 1440 francs. Avec peine pécuniaire, le nom de jure, amende 80 francs. Sursis à l'exécution de la peine délai d'épreuve 3 années. Voilà. Donc c'est faux dans les titres. Les agences de placement, ils ont dit, bah effectivement, on ne peut pas continuer avec vous, avec ça sur le dossier. Mais bon, bah, ça reste jusqu'en 2025 dessus, si on ne fait pas de bêtises autres. Donc voilà. J'ai reçu une convocation avec une mention de plainte pénale pour atteinte à l'honneur. Je ne savais pas de quoi il en retournait, et puis je crois que c'était le 18 février où j'étais convoquée. Donc j'ai eu 15 jours à me poser plein de questions, à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait, à qui j'ai mal parlé, qui j'ai insulté, que se passe-t-il? Les premières questions, c'était combien vous gagnez. Donc là, j'étais un peu surprise. J'ai dit, mais pourquoi vous me posez ça comme question? Ils me répondent que c'est pour déterminer le montant de l'amende. Puis là, j'ai les yeux qui s'écarquillent. Je me dis, mais je suis condamnée pourquoi? J'ai encore rien. On commence par me demander combien je vais payer, alors que, à preuve du contraire, je suis innocente. On n'est pas... Et puis là, il me dit, oui, alors on va passer à la partie déposition. Est-ce que vous avez regardé la télévision le 28 octobre? Et là, je dis, ah bah oui, c'était pour Infrarouge, hein, le débat sur la loi Covid. On voit qu'il y a toute une série d'attaques qui aujourd'hui sont mises contre toutes les propositions du Conseil fédéral. Et en fait, les gens qui attaquent systématiquement toutes ces propositions, sans venir avec des propositions constructives alternatives, c'est en fait les meilleurs alliés de la pandémie. On s'était passé le mot à plusieurs qu'on allait inonder de messages via Facebook. Et là, ils me disent, ben voilà, vous êtes là parce que vous avez mis un like sur un message. Mes yeux s'écarquillent, je dis quoi? On peut être convoqué à la police pour un like? Donc même pas un message que j'ai posté, parce que je me suis dit, est-ce que j'ai posté un message malhonnête ou alors que j'avais vraiment fait attention, mes messages étaient tous mesurés. Et en fait, le message que j'ai liké, c'est Monsieur Reynard, vous devriez plutôt faire attention en traversant la route. Est-ce que j'ai la tête à vouloir rouler sur quelqu'un? Non. Le message, c'était, Monsieur Reynard, il est plus dangereux de traverser la route que d'attraper le Covid. Donc voilà, je me retrouve chez les policiers pour avoir mis un like sur une phrase qui est mal interprétée. Et là, ils m'ont dit, mais écoutez, vous n'êtes pas la seule. Monsieur Reynard a mandaté un cabinet d'avocats qui passe tous les messages en revue. Et tous les messages qui pourraient avoir un caractère de menace, eh ben, ils sont retenus et les gens ont une plainte pénale. Donc vous êtes nombreux aujourd'hui à être convoqués pour une plainte pénale. On se trouve devant les limites de la démocratie. La démocratie implique la confiance. Donc, si vous n'avez pas confiance en les autorités et en les autres, vous ne pouvez pas avoir une démocratie. Et quand on vous encourage à vous méfier les uns des autres, à empêcher celui-ci ou celle-là de s'exprimer parce que ça n'est pas dans l'ordre, ça c'est ce qui tue la démocratie. Après, le fait d'avoir des lois urgentes, à la limite, par la suite,
Ça n'est que le mécanisme naturel de la destruction de la démocratie. Mais la démocratie, la base, elle repose sur la confiance. Elle implique la liberté d'expression. Vous n'osez pas vous exprimer si vous avez peur. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, accepté cette situation. Bien sûr, certains se sont rebellés, sont allés manifester et se sont heurtés à une répression qui a pris des proportions tout à fait incroyables, mais d'autres le diront plus que moi sur la base de leur expérience. J'essaye de me mettre dans la peau de toutes celles et ceux qui ont accepté ce diktat, le mot est peut-être trop fort, mais cette version unanimiste du phénomène. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens qui ont accepté cela? Je crois que c'est quelque chose d'assez complexe qu'il faudrait creuser. Je crois qu'il y a l'effet de la peur, mais cette peur, elle a diminué assez rapidement quand on a vu que nos proches ne tombaient pas comme des mouches. Il était même difficile de connaître dans son entourage quelqu'un qui avait vraiment subi des effets graves de cette maladie. Alors peu à peu, la peur s'est un peu réduite. Mais il est resté une sorte de confort, le confort d'être dans le mainstream. Cette crise nous sollicite tous, sans exception. Il faut une réaction forte dans tout le pays et il la faut maintenant. C'est le seul moyen de parvenir à surmonter cette crise. Techniquement, ça veut dire que les pleins pouvoirs sont désormais concentrés. C'est le Conseil fédéral qui est seul maître à bord. Il gouverne par ordonnance. Au cours de cette pandémie, le Conseil fédéral a pris des mesures passant par-dessus le Parlement plus que discutables, comme l'interdiction des réunions publiques, la fermeture des théâtres, des cinémas, etc., etc. Un épisode qui semble tranché dans l'histoire suisse. Il n'en est rien. Il y a eu cette idée géniale de dire oui, c'est juste que le Parlement a besoin de pouvoir agir rapidement, c'est juste que nos institutions sont insuffisantes de ce point de vue-là, mais nous voulons que cette action rapide, ayant montré si elle était bonne ou mauvaise après une année, puisse être soumise au vote du peuple ou du peuple des cantons. En août 1939, le Parlement suisse remet les pleins pouvoirs au Conseil fédéral qui gouvernera désormais à coup d'arrêtés urgents et d'arrêtés de nécessité. En 1939, le 30 août de cette année-là, le Conseil fédéral a demandé au Parlement de lui accorder les pleins pouvoirs. Et le Parlement, avec une grande majorité, avait approuvé les pleins pouvoirs avec quelques précisions, c'est-à-dire une ordonnance portant sur la clause d'urgence a dû être soumis après une année au Parlement et soumis au référendum si nécessaire. Il est vrai qu'il y a des cas où le Conseil fédéral n'a pas respecté cette règle. Censure de la presse, interdiction de partis, introduction de l'impôt fédéral direct, rétablissement de la peine de mort par les tribunaux militaires, etc. Mon ami Jost Steiger fera une année de prison pour avoir distribué un tract. L'article qui attaquait l'armée, c'était un article plus ou moins fondé. Il y avait des attaques contre des hauts officiers nommés, qui étaient des cochons. Un jour, la police était devant notre porte le matin à 5 heures ou à 6 heures. La malheur a voulu que j'avais distribué de ce matériel gauchiste juste le soir avant et j'avais encore quelques exemplaires dans l'appartement, dans ma chambre, et ils l'ont trouvé. Mais je dois dire qu'au moment où j'étais arrêté,
Moi, je pensais qu'il s'agirait de quelques journées en prison. Hein. Je sais pas. Je n'ai jamais pensé que ça tournerait presque une année de prison. Là. Ce n'est qu'en 1949, suite à une initiative de la Ligue vaudoise, que le peuple, contre la volonté de tous les partis, des agrariens au Parti communiste, contre l'avis des syndicats, arrache le retour à la démocratie directe. La campagne, elle a duré 2 ans à peu près. Elle a été déposée à Berne et le Conseil fédéral l'a mise au fond de la pile. Il avait surtout pas l'intention de la passer devant le peuple. Et c'est mon père qui est intervenu comme conseiller national en 1947 pour demander au Conseil fédéral de manière très précise et assez incisive de soumettre cette initiative au peuple comme il avait le devoir de le faire. Mais personne n'en voulait. Les parlementaires étaient tous contre l'initiative. Les jeunes, parmi les jeunes radicaux et d'autres mouvements de jeunes, il y avait probablement une majorité en faveur de l'initiative. Mais la confiance des parlementaires vers le Conseil fédéral était très forte. Et la classe politique n'avait aucune envie de reprendre des responsabilités, parce qu'en fait, ils étaient en deuxième ligne, les politiciens. Les chambres elles devaient bien ratifier de temps en temps des décisions, mais le Conseil fédéral décidait aujourd'hui, puis demain c'était en vigueur. Hein. Du point de vue des dirigeants, on a un peu abusé parce que c'était pratique et commode de pouvoir diriger sans avoir tout le temps la menace d'un référendum dans le dos. On sort d'une brève période de législation d'urgence à cause du Covid. C'est pas de gaieté du cœur que l'administration fédérale doit se dessaisir des pouvoirs qui lui étaient conférés pendant cette période. L'administration n'aime pas perdre un pouvoir. 10 ans de totalitarisme helvétique, point d'interrogation. Quand je suis arrivé à Berne, en fait, c'était une ville où tout était barricadé, il y avait des policiers de partout, c'était la guerre. C'était déjà juste là, c'est assez choquant. Donc du coup, pas grand-chose à faire, si ce n'est d'aller au bord de l'art, essayer de pique-niquer. Et puis là, on commence à pique-niquer, puis on nous a dit non, vous ne pouvez pas rester là, des quarts de flics qui arrivent. Donc du coup, on est parti un bout. Puis, j'étais parti pour rentrer à la maison, parce que c'était impossible de faire quoi que ce soit dans cette ville. Et puis j'entendais du bruit sur la place à la gare, et je suis remonté. Et là, il y avait plein de monde qui manifestait. Et puis là, j'ai été pris, ils ont commencé à nous encercler, à nous enfermer. Et puis je me suis senti oppressé, agressé. Et puis du coup, il y avait des bandes plastiques. Du coup, j'ai coupé une bande plastique comme ça, juste pour essayer d'ouvrir le cercle. Je n'ai pas vraiment réfléchi. J'avais mon petit couteau avec lequel j'ouvre les bouteilles. Hein. J'étais un dangereux personnage et là, on m'a sauté dessus direct. Je n'ai pas eu le temps de quoi que ce soit. Et là, j'ai déconnecté. J'étais en mode survie. Je ne me rappelle pas tout. Juste que quand j'ai repris connaissance, il y avait un policier qui était en train de me taper sur la main très fort avec un pied dessus. J'avais toujours mon petit canique dans la main et j'ai lâché. Et puis là, entre-temps, ils m'ont à moitié assommé. Je me souviens que j'ai essayé de me relever pour dire j'ai tout fait. Ils étaient 5 sur moi. Et
J'ai eu, après ça, ils m'ont pris, ils m'ont soulevé par les bras, donc ils m'ont fait extrêmement mal. Ils m'ont mis derrière contre une camionnette, pris tout ce que j'avais sur moi, et ensuite ils m'ont mis contre une camionnette, et puis ils m'ont shooté dans les jambes pour me faire tomber de debout à assis. Et puis là, j'ai eu un choc. Et j'ai perdu connaissance encore une fois. Ensuite, il y a un policier qui m'a aussi mis du spray dans les yeux alors que j'étais à terre, menotté. Il y a quelqu'un qui a filmé, il y a une vidéo, mais on ne voit pas forcément que c'est moi, mais en tout cas, on voit que je suis à terre et que c'est à ce moment-là qu'il y a de la fumée qui part, comme quoi on m'a gazé à ce moment-là. Et la jeune fille qui a filmé crie « Ils sont en train de taper un mec, ils vont le tuer !» Et je pense qu'ils auraient vraiment pu me tuer parce que j'ai perdu plusieurs fois connaissance. Et puis là, ils m'ont tapoté, mis de l'eau, et puis ils m'ont donné de l'eau. Et pour finir, ils ont appelé l'ambulance. Et j'ai fini aux urgences à l'hôpital de Lille à Berne. Et quand je suis arrivé, ils ont tout de suite fait un scanner pour voir s'il y avait des lésions graves et dangereuses qui mettaient en péril ma vie, vu que j'ai perdu connaissance. Ils m'ont aussi passé des litres et des litres d'eau dans les yeux. À cause du gaz qu'on m'a mis dans les yeux, je pense que j'aurais pu perdre la vue aussi. Alors les policiers auraient dit oui, ils ont admis qu'ils m'ont shooté dans les pieds, mais doucement. Voilà, donc je ne sais pas comment on peut faire doucement. Et puis pour finir, ils sont obligés d'appeler l'ambulance. À croire que c'était pas si doucement que ça. Ils n'ont rien retenu contre moi, hein. Je n'ai jamais eu interrogé ni par la police ni quoi que ce soit. Si j'étais vraiment un dangereux personnage, j'imagine qu'ils l'auraient fait. Ils m'avaient même renvoyé mon petit couteau qu'ils ont gardé par la poste. C'est dire si tout en me disant par téléphone, si j'ai peut-être mal compris, mais et on en reste là. Alors je ne sais pas si c'était l'air de dire que moi j'avais toujours pas déposé plainte. Alors j'ai déposé plainte pour finir et ça traîne. Là j'ai été interrogé par une procureure qu'ils ont changé. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup c'est un autre qui est venu que j'ai jamais vu, qui a décidé que tout était normal, que tout s'était bien passé, qu'il n'y avait aucune raison de poursuivre ces policiers. Donc un non-lieu. Donc là j'ai refait recours à je crois que ça s'appelle Cour suprême du canton de Berne. Et là, ils doivent statuer pour savoir si oui ou non, il va avoir quand même un procès. Ça veut dire j'aurais pu mourir ce jour-là et il pourrait ne pas avoir de procès. Et on est en Suisse. L'avait dit, toute personne bien portante est un malade qui s'ignore.